Bonjour à tous, je suis Francis Croutard et je vais vous expliquer pourquoi c'est moi qui vais gagner le tournoi du plus fort en bagarre. Je suis professeur de philosophie en arrêt maladie depuis 6 ans maintenant. J'ai fait un burn-out quand je me suis rendu compte que tout le monde en avait rien à branler de la philosophie. Du coup, j'ai fait une étude et je me suis demandé quel secteur était porteur sur les réseaux sociaux. Puis après une tentative de reconversion dans la pornographie, j'ai décidé de me lancer dans les vidéos de karaté. Et je suis officiellement le premier ninja internet certifié par Meta. Mes points forts, mon sens analytique, mon intelligence situationnelle, et je maîtrise toutes les techniques qu'on peut voir dans Kung Fu Panda 2. Quant à mes points faibles, je suis une grosse bite en bagarre. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui on va parler de Simone de Beauvoir, de Mortal Kombat et de ce qu'on appelle la guerre du clitoris. Générique. Il y a une vanne que j'aime bien qui circule dans le milieu des psychanalystes qui raconte l'histoire d'un gars qui dit que la dernière fois il avait essayé de faire l'amour à sa femme et qu'il n'arrivait à rien. Alors il s'est penché vers elle et lui a dit qu'est-ce qui se passe chérie, toi non plus, tu n'arrives pas à penser à quelqu'un d'autre? Drôle d'introduction, hein, je vous avoue, pour un thème absolument énorme, celui du désir féminin. Grand sujet devant l'éternel, qui a fait couler énormément d'encre, et qui a probablement fait couler aussi autre chose. De Frank Sinatra à Simone de Beauvoir, de Schopenhauer avec son fameux essai sur les femmes, que je vous recommande chaleureusement, à Hegel également, Hegel qui nous apprenait que, soi-disant, l'homme aurait un tempérament animal et la femme un tempérament végétal. Je suis désolé, hein, je comprends rien à ce que vous dites. On pensera aussi tout naturellement au fameux « que veulent-elles » de Sigmund Freud, et je commence par là parce que ce « que veulent-elles » illustre une misconception, comme on dit en français, une idée fausse vis-à-vis de celui-ci. C'est déjà, et c'est un angle mort dans la structure psychique de Tonton Sigmund, c'est déjà présupposer le désir féminin comme étant dénué de la moindre motilité. I don't know. What do women say? I don't know. I don't even know what they think. That's why I'm in therapy. C'est en faire un objet de connaissance statique que l'homme doit découvrir, doit élucider. Une énigme, un continent noir, écrivait-il. Hein. Rien que la métaphore laisse entendre une certaine mécompréhension du désir féminin. Et ça n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu trouver une réponse à une question aussi mal formulée. Le tout supporté, tant bien que mal, par une vision de l'homme quelque peu, sinon datée, au moins simpliste. Puis vous savez, c'est un peu notre rôle biologique de mâle, de secourir les femelles en détresse. Déjà, le désir féminin varie du tout au tout selon la période du cycle, la période d'ovulation, etc. Par exemple, une femme en couple trouvera beaucoup plus attirant un homme en couple quand elle n'est pas fertile, et vice-versa. Mais oui, c'est clair. En effet, si tout désir demeure de nature mimétique, on pourrait dire, c'est une façon de parler, on va voir tout à l'heure dans la vidéo que c'est pas tout à fait exact, mais que le désir féminin l'est bien davantage. Hein. Ici, ça démontre simplement que l'homme qui est déjà en couple a déjà été sélectionné par une autre femme, ce qui évite donc à celle qui veut désirer d'avoir à trouver des critères objectifs de sélection de cet autre homme. En outre, comme l'ont montré Barry et Scheller en 1984 et également Baumeister en 2000 et 2003, la femme est bien plus plastique à la socioculture environnante, et ce pour des raisons essentiellement évolutionnistes. Les hommes ayant tendance à enlever les femmes lors de raids depuis des siècles, celles qui ne parvenaient pas à s'adapter étaient donc très souvent tuées, en tout cas suffisamment tuées pour permettre une certaine forme de sélection naturelle quant à ce trait génétique de plasticité sociale. On pourrait faire également l'hypothèse d'autres facteurs, c'est probablement comme beaucoup de choses multifactorielles, enfin bref, nous en parlions déjà dans une des vidéos que nous avions tournées avec l'ami Adoméos, je vous y renvoie. En s'imitant les unes les autres et en suivant la mode, la femme démontre à l'homme et au monde en général sa suggestibilité à l'hypnose et donc dans une certaine mesure sa disponibilité. C'est dire si se représenter les choses de manière trop statique, trop masculine à la manière d'une espèce d'ingénieur informaticien, c'est la garantie, en bout de chaîne, de n'y rien comprendre. Tu vas voir ce que ça fait quand une meuf s'intéresse à toi, connard!
que si on prend cette problématique de manière statique, eh ben c'est un coup à se faire sauter le caisson, le propre du féminin étant de vouloir simultanément ou presque une chose et son contraire. Macho, mais pas trop. Musclé, mais pas trop. D'un côté, elles veulent qu'on les aborde dans la rue, de l'autre, elles vivent mal quand ça n'arrive pas. Bon, j'ai fait un test et clairement, ça fait 5 heures que je suis sur une terrasse d'un bar. J'ai fait exprès de pas prendre de téléphone, de pas prendre de livre, rien. Je bois juste mon coup à boire. J'ai une chaise libre là, vous voyez, elle est dispo quoi. Et j'attends. Et en fait, on peut toujours attendre. D'un côté, elle se raconte à elle-même et à qui veut l'entendre qu'elle recherche un mec bien, mais comme les attitudes et les comportements ne sont corrélés d'après la littérature scientifique qu'à environ 0,27%, et ben elles finissent logiquement avec un jerk. On s'entend bien tous les deux, non? Ouais, carrément, mais moi, il faut que je te prévienne, je suis attirée que par les gros cons. Ah. Non, mais vraiment, enfin, c'est ma nature, quoi. Et tout ce qui est con, gros connard, c'est pour moi. Elles veulent être surprises, mais en fait non. Oh, honey. C'est un lieu commun que de le dire, mais la recherche tend bien à montrer ce que la sagesse universelle nous apprend depuis toujours. C'est-à-dire que les femmes sont bel et bien plus émotionnelles que les hommes, ont un score de névrosisme moyen beaucoup plus important au Big Five. On a d'ailleurs une méta-analyse de Costa et ses collaborateurs de 2001 qui nous confirme ainsi que les femmes rapportent beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de sensibilité au stress que les hommes, évidemment, et ces différences s'observent fort bien, notamment à l'IRM, n'en déplaise à quelques militantes mal baisées qui continuent de nier ces faits et se fourvoient. Dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Mets-le-moi ailleurs. Pas aujourd'hui. Peut-être ce soir. Contrairement à ce que j'ai entendu, la discussion sur les différenciations comme ça des cerveaux masculins et féminins est en fait plutôt une discussion d'arrière-garde scientifiquement parlant. Aujourd'hui, dans la recherche, on en est plutôt à essayer de regarder les corrélations entre l'hypothalamus et l'orientation sexuelle. Et on essaie de corréler tout ça aussi, donc, avec une hormone, la présence et le taux d'une hormone stéroïdienne assez peu connue, étrangement, qu'on appelle l'androstadiénone. En gros, les cerveaux des hommes gays ressemblerait plutôt à celui des femmes hétéros, et les cerveaux des femmes lesbiennes ressembleraient plutôt au cerveau des hommes hétéros. Enfin, je vous propose de laisser ça de côté en attendant une prochaine vidéo qui traitera probablement du thème de l'homosexualité. On revient à nos fondamentaux. Le cul. Ouais, le cul, ça marche toujours mieux. Oui, je les adore, ces deux-là, ils me font rire à gorge déployée tellement ils s'assument à 400%. Parmi les cohortes d'études traitant donc de ces sujets de la différence de fonctionnement entre les cerveaux masculins et les cerveaux féminins, il y a des études néerlandaises donc qui ont étudié le fonctionnement du cerveau lors de l'orgasme. Ils se sont servis pour ça d'une tomographie par émission de positrons et ils ont réalisé que durant l'orgasme, le cortex préfrontal des femmes avait tendance à se débrancher, à se désactiver de manière beaucoup plus drastique que celui des hommes. Un petit peu comme si le cerveau, se mettait en veille. Mais alors tout s'explique. Marlène Schiappa doit probablement porter sur elle un petit œuf vibrant. Non? Non? J'ai beaucoup d'inspiration. En 2006, c'est l'équipe de Meredith Chivers qui étudie les différences de fonctionnement du désir entre les hommes et les femmes, et notamment la différence entre, d'un côté, le déclaratif et de l'autre, des mesures de l'afflux sanguin dans les zones intimes lorsque l'on leur projetait un certain nombre d'images plus ou moins excitantes. Sans surprise, les hommes étaient exactement excités par ce que les chercheurs avaient anticipé, c'est-à-dire par une femme à poil, deux femmes à poil, plein de femmes à poil, pas par les mecs, pas par plusieurs mecs, pas par des animaux. A contrario, les femmes, elles, étaient excitées par un homme, par deux hommes, par plein d'hommes, par une femme, par plein de femmes, par des bonobos qui copulent, et par à peu près tout ce avec quoi on pouvait avoir une relation sexuelle, en fait. Autrement dit, la femme était une espèce de terre fertile et disponible à tout type d'excitations diverses et variées. Ce que disent les psychanalystes depuis très très longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, à savoir que la femme n'est jamais fondamentalement hétérosexuelle. Ce que le psychologue Richard Lipa appelait donc la flexibilité érotique.
Mieux encore, beaucoup nièrent ces résultats qui provenaient pourtant des mesures de leur propre corps. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les attitudes et les comportements ne sont corrélés qu'à 0,27. D'autant qu'il est bien connu que la femme dispose d'une propension à la réécriture. Attention, je parle pas de mensonge, je parle de réécriture, ça n'est pas la même chose. Dans le mensonge, l'individu quelque part sait qu'il ment. Dans la réécriture, l'individu modifie son souvenir sur la base de ses affects, sans surmoi. Et il adhère alors à la nouvelle version qui a été donc façonnée par ses désirs plus ou moins inconscients. C'est une forme d'auto-hypnose. Ainsi, une méta-analyse de 1989 d'André Weizenhofer indique bien que les femmes sont significativement, et ça n'est pas étonnant compte tenu de ce que je vous ai dit précédemment sur l'émotionnalité, donc elles seraient donc significativement plus sujets à l'hypnotisabilité que les hommes sur l'échelle de Stanford. On retrouve ici les anciennes versions de l'hystérie, de l'époque de Charcot, de Mesmer et compagnie. Freud lui-même reconnaissant d'ailleurs à qui voulait bien l'entendre que sa version de l'hystérie n'était en fait qu'une révision purement sémantique d'anciens concepts de démonologie. Ce qu'il convient ici de comprendre, c'est qu'il y a des raisons biologiques et évolutionnistes à cette propension féminine à la réécriture. Vous avez une étude scandinave de 1996 qui a montré qu'un premier accouchement était considéré comme douloureux sur une échelle donc de douleur allant de 0 à 10, autour de 7 ou 8 sur 10 en moyenne selon les parturientes. Ah, ça fait mal, c'est normal, c'est normal. C'est normal, il faut pousser maintenant. On comprend bien alors comment une telle capacité de réécriture a pu être sélectionnée, surtout à une époque où environ un nouveau-né sur 2 n'atteignait pas l'âge de la puberté, et où pour qu'il puisse y avoir un minimum de renouvellement des générations, il fallait donc en faire au moins 4, si ce n'est 5, voire plus. Et compte tenu de la douleur d'un accouchement, ben voilà, on comprend bien comment est-ce que ces dames aient eu un grand intérêt à réécrire l'histoire conformément à leurs affects et à ne pas rester en prise avec la douleur réelle, sans magie et sans aucune façon de pouvoir s'évader de cette problématique, d'autant qu'elles étaient la plupart du temps réservées et sélectionnées aux tâches reproductives. On a ainsi longtemps cantonné les femmes à ces rôles de poules pondeuses sans se soucier de leur plaisir. Il fallut d'ailleurs attendre 1558 pour que le rôle érogène du clitoris soit découvert, donc quand même 66 ans après la découverte de l'Amérique, hein. Vous vous rendez compte, c'est tard hein, dans l'histoire de l'humanité. Et donc, ce rôle érogène du clitoris fut découvert par, et ça ne s'invente pas, par Colombo. Et il fallait au moins ça. Oui, parce que c'est un de mes aïeux. C'est un de mes aïeux qui a trouvé cette merveille, dame. Et ma femme en est folle. Elle dit qu'on devrait faire un film, vous voyez, un film, mais avec des moyens. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour les décors, les figurants? À Padoue. Hein? Vous voyez où c'est Padoue? C'est quelque part en Italie. C'est beau, mais c'est beau à l'époque. On pourrait faire un grand film comme ça. Un grand film d'aventure qui expliquerait la vie de mon ancêtre, Matteo Realdo Colombo, le découvreur du clitoris. Ce serait formidable, monsieur, dame. Ça aurait un succès fou. Ouais. Non, en vérité, il fut emprisonné pour sa découverte, on confisqua même ses manuscrits, et il fut condamné pour hérésie, pour blasphème, pour satanisme, et pour sorcellerie, voilà, simplement pour avoir découvert la fonction érogène du clitoris. Son mentor, qui a contribué à le dénoncer, d'ailleurs, voyait le clitoris comme une espèce d'anomalie, une espèce de petit excès de chair, comme ça, qui ne servait à rien. Pendant ce temps, Gabriel Fallopio, hein, celui qui a donné son nom aux fameuses trompes de Fallope, en revendiqua aussi la paternité, ce qui resta dans les annales sous le nom de la guerre du clitoris. C'est un jeune professeur à l'université de Padoue. Il paraît qu'il aurait trouvé comment procurer du plaisir à toutes les femmes. Mettez-le aux arrêts. Si la nouvelle s'ébruite, c'est l'Inquisition qui l'aura sur le dos. Comment?
Il l'a appelé l'amour de Vénus et le compare à un nouveau continent. Qu'il aille rôtir en enfer. Ce n'est là que folie. Je vous en prie, cessez. Promouvoir le téton du diable ne vous conduira qu'au bûcher. Je suis le premier à l'avoir trouvé. ôtez votre main, s'il vous plaît. Cet homme, il meurt. Mère, je ne sais quoi en penser. Vous pensez bien trop, mon enfant. Le plaisir féminin est l'œuvre du démon, et quelles que soient les passions que cet homme convoque, il faudra le faire taire. Il est là. C'est publié. Que viens-tu apporter, sorcière? Ce n'est même pas de la sorcellerie, c'est de la goétie. Matteo Realdo Colombo, au nom de sa sainteté Paul IV. Je vous prie de me suivre. Avicenne. Avicenne le mentionnait, mais pas à ce type de fin. S'il est là, c'est qu'il est œuvre de Dieu. Sinon les textes l'auraient condamné. Hérésie. J'ai joui et j'ai aimé ça. Silence! De toute façon, la plupart ne le trouveront jamais. La guerre du clitoris. Jamais dans vos salles. Avec de la chance, dans votre chambre. D'une manière générale, on doit beaucoup sur ces sujets aux anatomistes italiens de la Renaissance. Par exemple, le terme de masturbation proviendrait directement de l'italien manus stupratio, qui signifie se salir les mains. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est jamais explicitement proscrite dans la Bible, alors qu'elle est considérée comme beaucoup plus grave que l'adultère dans le Talmud. Ce qui me semble intéressant lorsqu'on aborde la question du désir féminin, c'est de le mettre en perspective, de sorte à le dissocier dans une certaine mesure de l'amour romantique. Ou tout du moins de se rappeler de ce que nous apprend un rapport américain de l'American Anthropological Association de 1992, qui nous apprend donc que l'amour romantique n'a été observé que dans 147 des 166 cultures qu'ils ont observées. C'est beaucoup, certes, mais cela le replace clairement dans le champ culturel. Comme disait Christopher Lasch, le moi contemporain cherche dans l'amour la confirmation narcissique de sa propre valeur. Il y a un matériau qui est là très riche, et qui en général est complètement ignoré d'à peu près toutes les autres sciences humaines d'ailleurs, parce que l'anthropologie c'est la discipline la plus sulfureuse d'une certaine façon, c'est celle qu'on met sous le... parce que c'est celle qui vient vraiment perturber toutes nos certitudes. C'est-à-dire que tant qu'on regarde que notre société, notre société et puis des sociétés très apparentées, ou juste notre culture mais avant-hier, enfin, c'est-à-dire il y a quelques générations quoi. On va dire bah oui, bah il y a toujours eu ça, c'est évident, ça marche comme ça. On peut faire des très beaux schémas sur ce que c'est qu'un État, la loi, machin, etc. Dès qu'il y a un ethnographe qui va visiter une culture vraiment très différente, tout vole en éclats. Y compris d'ailleurs les grandes généralités anthropologiques volent en éclats de l'intérieur même de la discipline, c'est-à-dire que voilà, il y a des grands arcs, par exemple le structuralisme à un moment donné, c'est très malin, c'est très bien pensé, mais en fait ça marche pas. Ça ne valide pas pour autant les thèses 100% environnementalistes d'une poignée de militantes progressistes ignares et dont la virginité, bien qu'évanouie par ailleurs, persiste obstinément dans le domaine de la biologie. En littérature féministe. Ainsi, une étude suédoise de 2018, basée sur une cohorte de plus de 20 000 participants, estime qu'on aurait donc environ 40% des facteurs d'un divorce qui pourraient provenir donc de facteurs génétiques. Alors oui, j'en vois déjà dans les commentaires faire des remarques sur la méthodologie de l'étude, et oui, ils ont évidemment...
Évidemment, ils ont neutralisé dans le protocole tout ce qui était biais d'imitation mimétique et culturelle, puisqu'en fait, ils ont comparé les statuts maritales à l'âge adulte d'enfants adoptés, et ils avaient connaissance donc des statuts maritaux des vrais parents, donc ils ont comparé tout ça, le tout en pondérant de sorte à enlever d'autres variables parasites. Il semblerait donc que la capacité d'un homme à se lier durablement à une femme dépende entre autres de l'influence du gène RS3-334. C'est en tout cas ce que met en avant assez Vallum de l'Institut Carolina en Suède dans un autre papier de 2008. Mais c'est pas moi, il y a des études. Hein. De même, les scientifiques s'intéressent également à l'impact et à l'influence autour de la construction du lien amoureux et du désir au rôle de la vasopressine. C'est Thomas Insel. J'ai bien prononcé, j'espère. Thomas Insel, directeur de l'Institut de la santé mentale, qui constatait donc que le campagnol, il a travaillé sur les relations amoureuses, ou en tout cas les relations sexuelles, on pourrait dire, chez les campagnols, et donc que le campagnol baisait avec absolument tout ce qui lui passait à portée de la main, mais ne s'asseyait régulièrement et durablement qu'à côté de sa partenaire attitrée. Or, certains gènes codent chez le campagnol comme chez l'humain les récepteurs à la vasopressine, et donc ceux-là vont favoriser ou au contraire empêcher l'établissement de liens durables. Bref, la modernité a tendance à sous-estimer les impacts génétiques et les facteurs génétiques dans la création de liens humains durables et dans la création du désir. Il est vrai que cela se marie très très mal avec la vénération du libre arbitre vanté par la société capitaliste et son hubris habituel scienceto-volontaristo-individualiste. Libre arbitre qui, au passage, je pose ça là, ne peut par essence jamais être modélisé, sans quoi il ne serait plus libre. C'est incroyable, ils sont incapables de laisser une histoire simple telle qu'elle est. Il faut toujours qu'ils la compliquent à souhait. Et c'est encore, mesdames, messieurs, la biochimie qui vient perturber le libre arbitre des femmes, comme nous l'apprend un autre article de 2005 dans le magazine Hormone and Behavior. En effet, les femmes sont attirées par des hommes disposant d'un complexe majeur d'histocompatibilité différent du leur. En gros, elles cherchent des partenaires qui ont déjà renforcé leur immunité contre des pathogènes différents des siens, de sorte à essayer de maximiser la santé et la résistance du bébé à naître. J'ai résumé pas trop mal. C'est d'ailleurs, et vous le savez probablement, une des fonctions du baiser que d'estimer ce degré de compatibilité. Le hic, c'est que la pilule contraceptive, vous savez, cette petite pilule comme ça qu'on teste sur des femmes portoricaines, eh bien, la pilule contraceptive perturbe la détection du complexe majeur d'histocompatibilité. Ça me trouve le cul. D'où les divorces en série des jeunes mères après le premier enfant. En fait, elles choisissent leur partenaire depuis un état où leur système intérieur est complètement brouillé par la biochimie. Ayant cessé la pilule pendant la grossesse normale, elles réalisent alors qu'elles se sont fait abuser chimiquement et elles renoncent ainsi à l'assomption de la conjugalité avec un homme qui n'enchante plus que les ombres du passé. Alors oui, la pilule permet une certaine forme d'abondance, d'insouciance pour les jeunes femmes, et j'ai pas de problème avec ça. Simplement, je vous invite juste à être conscient que cette insouciance et cette abondance se fait au prix d'une forme de sacrifice. Sacrifice d'un pan de son intériorité, sacrifice d'une forme de sensitivité et d'une forme de relation fine à soi-même. Et je parle même pas de l'impact que ça peut avoir, donc, comme je viens de vous le raconter, sur la psyché des papas, ainsi qui se retrouvent très très souvent à 40 balais, démunis et sans recours, d'où d'ailleurs le nombre d'hommes pensant qu'elles sont des salopes. Mais vous le saviez ça? Je savais pas que c'était aussi clair. Ah si, c'est clair, si. Et en même temps, mieux vaut que la femme se réveille avant de lui faire 3 autres gosses et de réaliser un petit peu trop tard la relativité de son intérêt. Et le temps passe plus vite pour une bonne femme, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est pas les mêmes fabrications, ça n'a... Moi, monsieur, écoute-moi, tais-toi. J'ai ma femme, elle a pris 10 ans en l'espace d'une soirée. Le temps d'une raclette. Alors, est-ce qu'on l'avait mis trop près de la résistance? Dans ces cas-là, l'extraconjugalité ne résout en réalité souvent pas grand-chose, comme l'ont montré les travaux de Glass and Wright. Quasiment tous les hommes ayant une aventure ont déclaré qu'ils étaient tout à fait heureux en mariage et même que ça avait renforcé leur mariage, c'est le syndrome du harem quelque part, alors que seul un tiers des femmes ayant pris un amant faisaient le même constat. D'ailleurs, fun fact, une étude de la Florida State University de 2017 nous apprend qu'en moyenne, les femmes sont plus heureuses avec des maris moches.
Pas de l'ethnie moche, hein, vraiment moche physiquement. Parce que, justement, la plupart du temps, ces hommes étant bien conscients d'avoir trouvé une femme au-dessus de leurs propres valeurs, la chouchoute contribuant ainsi au bien-être de la femme et au bien-être du ménage, là où le fait d'être en couple avec un homme disposant d'un capital physique égal ou supérieur risquait justement de voir la stratégie biologique masculine reprendre le dessus. Quant à ceux qui voudraient tout miser sur l'intelligence, eh bien vous avez Penck et ses collaborateurs en 2015 qui nous apprennent que un facteur G élevé et qui a été bel et bien perçu par la femme n'augmente pas l'attractivité. Oui, je sais, j'y croyais pas moi non plus, hein, mais c'est la vérité. En ce qui concerne les hommes, là encore, pas de surprise, Karbowski et ses collaborateurs en 2016 nous apprennent dans une série d'études autour du speed dating que l'intelligence d'une femme doit, pour passer, être accompagnée de beauté. En fait, plus une femme est intelligente, plus elle doit être belle pour faire passer la pilule, sans quoi la plupart des hommes ont le sentiment d'être castrés. En gros, Béatrice Rosen, ça passe. Daria, moins. Voilà. Mais vraiment, notamment pour les femmes qui nous écoutent. Hein, Hypnomachie est suivie à 85-86% par les hommes, hein, me disent les statistiques de YouTube, donc ce qui veut quand même dire qu'à peu près une personne sur 6 qui est une femme. Entendez bien, vraiment, qu'il n'y a pas de symétrie directe, en tout cas, au moins, entre les désirs masculins et les désirs féminins. Un homme qui regarde Playboy, il y a d'autres études qui le montrent, voit son désir pour sa partenaire baisser, là où une femme qui regarde Playgirl n'a aucune incidence sur son désir pour son partenaire. Je considère ça comme acquis désormais, mais j'ai encore et toujours une ou deux personnes comme ça, systématiquement des femmes, qui m'écrivent avec cette question de la symétrie, pourtant invalidée par tous les travaux sur la question. Je pense que c'est un reste d'une forme de propagande égalitariste, mais non, la complémentarité n'est pas l'égalité. Si j'ai bien compris, hein, pour vous, l'homme et la femme sont égaux? Oui. Dans tous les domaines? Ah oui, dans tous les domaines, oui. Bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de femmes battues. Hein. Pardon? Excusez, il n'y a que des femmes qui ont perdu des bagarres. Et ce sont plein de petites déviations comme ça qui gangrènent subrepticement la modernité. Pour l'homme, il s'agit toujours, depuis la nuit des temps, d'assurer au niveau de sa capacité à pouvoir protéger physiquement et financièrement sa compagne. D'ailleurs, en 1980, vous avez Cano qui nous rappelle donc que les femmes préfèrent les hommes qui pourvoient généreusement en viande. En revanche, la modernité permet à l'homme, et ça c'est quand même sympathique, de choisir sa branche professionnellement parlant. C'est-à-dire de ne pas forcément marcher sur les traces de son père, à l'époque où on était forgeron ou médecin de père en fils, mais il ne s'agit pas de se soustraire au fait de devoir assurer et assumer sa compagne. Juste une permission supplémentaire donnée à l'homme moderne de devenir un homme à sa façon, mais un homme quand même. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qui te prend, mon Dieu? Plus sérieusement, c'est très important cette liberté comme ça qui est laissée aux jeunes adultes de pouvoir choisir leur voie, ce qui est confirmé par les travaux de 2018 de Cabeza et ses collaborateurs, qui montrent que le sentiment d'autonomie professionnelle dans la jeunesse est corrélé à un ralentissement du déclin des fonctions attentionnelles et des fonctions mnésiques à un âge avancé. La liberté de l'ordre symbolique du père est donc, quelque part, une forme d'investissement à long terme sur la santé mentale des hommes. De son côté, au sein de la modernité, la femme dispose elle aussi d'une marge de manœuvre supplémentaire et émancipatrice, dont la compréhension, elle aussi, fut viciée. Là, pour le coup, il y a effectivement symétrie entre les deux sexes. Mais pour le comprendre, il va falloir malheureusement attaquer Lacan. Je vais donc cesser d'être égrillard et je vais tâcher de vous le simplifier, de vous le rendre le plus limpide possible, parce que vous savez qu'avec Jaco, c'est jamais gagné.
La femme dans la modernité, à l'instar de l'homme, va pouvoir choisir, et elle va pouvoir choisir l'homme dont elle va épouser le symptôme. Et c'est déjà très bien. Je vous rappelle que pendant des siècles et des siècles, on leur imposait. La France est un pays où on a privé l'homme du droit élémentaire de frapper les femmes. Non. Qu'est-ce qui se passe alors si elle parle? Il faut les écouter. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bascar? Pourquoi est-ce qu'une femme devrait épouser les symptômes de son homme? Pourquoi une femme devrait s'imposer pareil supplice? Ce que tu dis n'a aucun sens. Et peut-être est-on en droit de lever les yeux au ciel d'autant plus haut en entendant pareils propos que, justement, 45% des membres de la génération Z et 55% des femmes millennials, donc à la louche à peu près une personne sur deux, une femme sur deux en âge de procréer, déclarent trouver plus attirants les hommes qui suivent une thérapie. Et oui, donc c'est justement peut-être pas précisément pour se farcir leurs symptômes. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Oui, sauf qu'il faut comprendre ce que Lacan entend ici par symptôme. Il ne s'agit pas d'un symptôme envisagé depuis une épistémologie psychiatrique, au relent un peu de gnosticisme, d'un trouble dont il faudrait se débarrasser comme ça. Non, il s'agit plutôt ici de la forme par laquelle l'individu va organiser sa vie psychique, sa jouissance, de sorte à le sortir d'une espèce d'apathie primordiale, de sorte à vivre pleinement le jeu de l'incarnation, si vous voulez. Bon, sinon je vous aurais dit que c'était une espèce de formation signifiante, inconsciente, impliquant un refoulement sacrificiel fondamental et trouvant une voie d'expression détournée et adressée à l'illusion d'un grand autre au sein d'un ordre symbolique à la manière du langage. Ah, je n'ai rien compris à ton charabia, mais ça ne fait rien. Donc en clair, une manière d'être au monde, c'est-à-dire que quand on entend épouser le symptôme de l'homme, il s'agit simplement de choisir un mari en connaissance de cause et d'assumer ensuite l'assomption de la castration qui va caractériser le féminin. Sauf que, la femme n'est pas obligée de suivre cette voie, nous dit Lacan. Il lui reste une alternative, l'hystérie. C'est-à-dire le fait pour la femme de rester centrée sur elle et sur son propre symptôme. J'ai pas envie d'être en couple, en fait, je veux juste un copain quand j'en ai besoin. Le dimanche, samedi, non, le vendredi, après que je sorte avec mes copines, mais vraiment après. Voilà, qui me ramène même, s'il y a une voiture permis. Les vacances de Noël, pas le Nouvel An, pas Halloween, Saint-Valentin. Les vacances d'été, en juillet, s'il a un bateau, pour m'emmener à l'aéroport. Voilà, c'est vraiment ces jours-là où je suis en mode putain. Mais je ne veux pas être cadenassée, laissez-moi. Alors cela rejoint certaines vidéos précédemment présentées sur la chaîne, notamment toutes celles qui traitent de près ou de loin au concept de jeune fillisation de la société, société qui encourage d'ailleurs ce mode de fonctionnement hystérique. Simplement, cela conduit donc à un monde archi-individualisé où chacun tire la couverture à soi au nom de son symptôme, d'où concurrence victimaire, d'où aussi passage à l'acte pour gagner cette concurrence victimaire et création d'une génération de psychotiques accouchés par des mères qui ne sont plus des mamans, mais au mieux des mères porteuses. Et on voit comment le capitalisme a envie de nous amener dans cette direction, en vantant des corps qui ne doivent pas être altérés par la grossesse, et en pouvant marchandiser donc tout le business des mères porteuses du tiers-monde, et évidemment des taxes et des impôts pour tous les vampires intermédiaires qui se repèteront de ce nouveau marché. Chaque nuit, lorsque le soleil se couche, je vole jusqu'au village et j'abuse de l'innocence des villageois. Oh non! Alors tu es... un Non, avocat? non, rien d'aussi méchant, je suis seulement un vampire. Dans le modèle traditionnel, chacun portait sa croix. Dans cette version un petit peu plus moderne, chacun essaye de tirer son épingle du jeu sans réelle vision collective. C'est une variation relationnelle, quelque part, de la tragédie des biens communs. En outre, cela entraîne et implique la lutte de tous contre tous, véritable métaphore infernale, dans lequel chacun va espérer secrètement, ce qui est une illusion, être pleinement rejoint par un grand autre dans son symptôme. Et cela implique de vivre en enfer. L'enfer de l'attente, de la validation, du regard de l'autre.
Qu'est-ce qu'il y a de pire quand on est une femme? C'est d'être laide et vieille. Alors, on se met au boulot et on travaille ses muscles pour un summer body au top. Alors on se prive, on s'aliène, on n'oublie pas le SPF 50 pour éviter les rides. Pour l'instant, il s'agit d'exister à travers le regard des autres. Vieillir, c'est inévitable, mais vous devez tout faire pour le retarder. Seulement les femmes, par contre, pas les hommes. Et même moi, à 30 ans, on me demande quand est-ce que je vais prendre la retraite. Et vous voyez les filles, ça commence à devenir un peu lourd. On vous le dit toujours, il faut souffrir pour être belle. Sauf que je souffre et je me sens toujours pas belle. Et dans le regard de quel autre? Dans le regard d'hommes soja dévirilisés qui n'auront pour la femme qu'une attention éphémère et non un véritable amour, et qui, ayant de toute manière renoncé à leur phallus, n'amuseront la femme qu'un temps. Non, quand Lacan dit que la femme n'a que deux choix, l'hystérie, qui protège du symptôme de l'homme, ou épouser le symptôme de son mari, il décrit en réalité l'alternative entre la diversion et la conversion, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Folie hystérique, ou être crucifié par l'homme. Il décrit là, quelque part, les deux logiciels dont je vous parlais déjà dans la vidéo 42, il y a des années de ça. Ce qui l'amène ensuite à résumer cette formule dans son lapidaire « La femme n'existe pas ». Pas en tant que telle, mais pas non plus sous forme phallique. Dans le sens où elle serait plus homme que homme, et elle s'engrainerait comme ça, les unes les autres, pour essayer de devenir quelque chose qu'elle n'est pas fondamentalement. Avec une bite, on a moins peur. Mais bien sûr, le capitalisme de connivence a un intérêt aussi idéologique qu'économique à encourager les arguties délirantes de ces possédés sous Tranxène. Le féminisme, dans sa version extrême dont je parle là, est le fruit aussi du génie occidental. Ce sont des hommes blancs de 142 QI qui ont permis tout ça, faut pas l'oublier. Hein. Notamment parce que ce désir féministe, et notez bien pour les plus fins d'entre vous que je ne réduis pas l'hystérie, qui peut d'ailleurs être noble, on va en reparler, au féminisme, tout comme je ne réduis pas non plus le féminisme à l'hystérie. Bon. Notamment donc parce que ce désir féministe procède d'une forme d'incestuel au sens de Rakami, où tout devient fétiche, d'où d'ailleurs les jouissances clubs comme ça et autres soubresauts stériles, anidéiques, qui seront ensuite vendus à prix d'or à une bande de péronnelles écervelés, brandissant comme ça du Simone de Beauvoir sans l'avoir lu. Pour moi, Simone de Beauvoir est quand même quelqu'un qui a une place à part, c'est une de celles qui a théorisé le féminisme. Simone qui nous dit quand même dans le deuxième sexe qu'aucune femme ne peut prétendre, sans mauvaise foi, se situer par-delà son sexe. La mauvaise foi, c'était donc ça le secret. Pire, et ça me fait déjà beaucoup moins rire, ces femmes, si elles deviennent un jour mères, feront de leurs propres enfants des fétiches, puisqu'elles entretiennent avec le monde en général un rapport incestuel de fétichisation. Fétiches dont la fonction sera alors de les rassurer sur le fait qu'elles n'auront pas au moins tout raté. Et je ne parle là que de celles qui auront des enfants. Et si vous aimez autant les enfants, pourquoi vous n'êtes pas une maman? Oh, je n'ai jamais eu d'enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas arrivé. Ah, vous êtes stérile, c'est ça? Ah non, ça vous arrangerait bien comme excuse. La vérité, c'est que personne n'a voulu avoir de bébé avec vous. J'ai pas raison? Oh, toujours la boniche, jamais la maman. C'est sûrement très dur. Savoir que l'horloge biologique avance, vos potes sont tous mariés pendant que votre utérus commence à se ratatiner, se dessécher. Il est devenu inutile. Comme disait Bernanos, confondre la luxure et le désir qui rapproche, autant confondre la tumeur et l'organe qu'elle dévore. Et c'est exactement de cela dont il est question ici. On pourrait y rajouter, d'ailleurs, confondre aimer et engendrer, comme si le fait d'engendrer impliquait ipso facto d'aimer. Spoiler, pas du tout. Et quelque part, confondre les deux, c'est ne jamais décoller de l'animalité, quelque part. Comme le dit la tradition, c'est à l'homme d'apporter la vie spirituelle à la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris. How dare you! Encore faut-il que le mari soit un homme digne de ce nom, évidemment, mesdames, correctement verticalisé, aware, si j'ose dire. Sinon, comment s'étonner qu'un nombre croissant d'entre elles se tournent de plus en plus vers l'hystérie et finissent par enchaîner comme ça les coups d'un soir jusqu'à avoir un body count qui,
explose pour le plus grand plaisir d'un nombre relativement limité d'hommes qui, comme le dit là encore les textes, raflent tout. Vous avez des femmes, ou des amis, ou des sœurs, ou des mères. Oui, j'ai eu des relations un petit peu sexuelles avec elles. Attendez un instant, il y a un petit truc que je voudrais ajouter. Dans la plupart des cas, c'était super chouette. C'est Terry Fisher et Michel Alexandre qui ont monté un protocole dans lequel ils demandaient aux femmes combien elles avaient eu de partenaires durant leur vie, et ils se sont aidés pour cela d'un détecteur de mensonges. Et c'est assez cocasse, puisque à partir du moment où il y avait un détecteur de mensonges branché sur les femmes, celles-ci avouaient 70% de partenaires en plus par rapport au groupe contrôle. Et évidemment, la plupart des femmes ont tendance à cacher cela, puisque, comme le dit à la fois les traditions spirituelles d'à peu près toutes les cultures, mais aussi la science, plus une femme a connu d'hommes, plus son circuit de la récompense a été perturbé, et moins elle a de chances de pouvoir fournir une espèce de stabilité émotionnelle sur le temps long, et moins elle va être en capacité d'avoir des unions durables. Je sais que c'est un argument qui fait grincer des dents les féministes, mais je n'y peux rien, c'est parfaitement scientifique, et je vous mettrai les sources de l'étude en description. Et on a ici un paradoxe, mais pas des moindres, c'est que pour qu'un homme devienne correctement verticalisé et aware, pour qu'un homme devienne un homme digne de ce nom, il a besoin d'une femme qui le reconnaît et le valide comme tel. Donc on revient ici à des problèmes de récursivité et d'épistémologie circulaire. Ces notions se marient très très mal, il faut le dire, avec la nécessité rationnelle plafonnée d'évaluation de son conjoint ou de son partenaire potentiel. Je ne suis pas en train de dire, évidemment, qu'il faille s'appariter comme ça avec le premier pervers venu. Que voyez-vous sur ce dessin? Dessin. Et là? Des fesses. Je vois des gens tout nus qui tirent à l'arc. Ce que je dis, c'est qu'une vraie relation maritale, conjugale, amoureuse, met vite l'individu, qu'il soit homme ou femme, face à une question de foi. Et que cette foi, par définition, ne laisse que bien peu de place au doute. Le catholique ne divorce jamais. Il se farcit de la connasse jusqu'au décès. Ainsi, alors que l'homme apporte dans la vision traditionnelle des choses à la femme à la fois la sphère matérielle et la connexion aux sphères spirituelles supérieures, la femme, elle, va s'occuper de tout ce qui est étage médian, du cœur, des relations, de la vie sociale, etc., etc. C'est ce que confirme Liane Bloch de l'université de Berkeley en Californie et son équipe. Ils sont arrivés à la conclusion, dans la revue Emotion, que le principal facteur de bonheur conjugal à court et moyen terme était la capacité de la femme à temporiser sa colère et à se rééquilibrer elle-même après une friction ou une dispute. Ce n'est pas parce qu'on est énervé qu'on a le droit de tout faire, hein, mon frère. C'est pas au motif que tu es tendu là, que tu as fait tout ce que tu voulais, que après tu pourras expier tes crimes en disant « Ouais, mais j'étais un peu tendu ». Non, non. Quelqu'un qui t'aime vraiment, il tempère sa colère à ton égard, même quand il est en colère. Quelqu'un qui ne retient jamais son bras à ton encontre au motif qu'il était en colère, il t'aime pas, lui. Il a dit qu'il t'aimait, mais dans les actes, concrètement, tu es en train de découvrir qu'il ne t'aime pas. Il ou elle ne t'aime pas. C'est la classe, on l'a ou on l'a pas. Mais la classe, ça s'apprend. Et c'est important d'être classe dans la vie. Moi, les gens qui sont pas classe, je m'en débarrasse. J'aime les gens élégants, parce qu'il y a une vraie noblesse dans le fait d'avoir des égards vis-à-vis des autres. Plus la femme se calmait vite, plus les deux étaient heureux. Les deux, y compris l'épouse. C'est-à-dire qu'il n'est bien sûr pas du tout question de faire de la femme une variable d'ajustement au sens péjoratif ou sacrificiel du terme, évidemment. Alors elles vont se distraire et puis elles reviendront au bercail. Elles se font draguer par des crétins déplumés et vantards, elles se disent on a bien de la chance d'avoir nos mecs. Elles se repointent à la maison, elles nous sautent au cou. Elles savent qu'elles ont une chance inouïe de nous avoir épousés. Regarde les choses en face. Elles n'iront pas se faire emballer par des rigolos quand Superman est à la maison.
Simplement, il n'y a pas 36 stratégies optimales permettant la pérennisation du vivant et sa continuité, même si certaines formes d'hystérie vécues depuis un plein de soi me semblent bien évidemment éminemment respectables. Je pense ici par exemple à une vieille légende d'Agnodis durant la Grèce antique ou à des gens comme Marie Curie par exemple. Aimer, nous dit la tradition, et aussi la psychanalyse, ça tombe bien. J'aime bien quand la tradition, la science, la psychanalyse, elles vont dans le même sens, c'est quand même bon signe quelque part. Bon. Aimer, nous dit la tradition, ça demande de mourir 2 fois. D'aimer l'ipséité de l'autre et non une espèce de jeu de transfert et de projection. L'autre doit être ainsi évidé de lui-même, sinon il va rester tout, une espèce d'absolu auquel on voudrait goûter ou se confronter. Et puis ensuite, une fois que l'on constate sa castration, ça nous permet alors de vivre le manque en sa compagnie. Dans une perspective spirituelle, comme ça, le mariage faisait office de ce qu'on appelle un contrat d'Ulysse, qui permet un état de kénose. Voilà, un état de kénose, parce que si jamais on reste centré et focus sur notre petite volonté personnelle, eh bien ça ne vient jamais. Comme disent les pères de l'Église, nul ne peut nous enlever ce qu'on a donné. Quand on a tout donné, là est la paix, l'hésychiasme, le panthos des anciens, la douloureuse joie lucide. À présent, je vous propose d'aller encore plus loin. Passons la seconde, voulez-vous, et articulons tout ce que nous avons dit avec la vidéo sur la perversion et les thèses de René Girard. Le désir ne manque de rien. Il ne manque en tout cas pas de son objet, sinon il n'existerait pas évidemment. C'est le sujet qui manque au désir. Car le désir étant toujours mimétique, en réalité il y a 3 grandes manières comme ça de structurer le désir mimétique, mais peu importe, dans les 3 cas, il reste assujetti donc au fonctionnement décrit par René Girard. Le sujet étant mimétique, donc, on pourrait dire que c'est le désir qui manque de sujet fixe. Et il ne trouve de sujet fixe que par la répétition du désir, donnant ainsi l'illusion de la persistance du sujet. C'est versatile, ça peut changer. De ce point de vue, l'homme et la femme n'entretiennent absolument pas le même rapport à la genèse de l'illusion désirante, aucun des 2 fonctionnements n'étant d'ailleurs pleinement satisfaisant. Comme disait Sioran, être, c'est être coincé. Et on en revient à Simone de Beauvoir, que beaucoup feraient bien de relire, car contrairement à ce que beaucoup d'agités du bulbe lui font dire, elle précise bel et bien que certains déterminismes restent incontournables dans le réel. Et le caractère mimétique du désir fait partie intégrante de ces déterminismes. Même si l'homme et la femme vont psychiquement ensuite, évidemment, se structurer différemment autour de cette question, ne serait-ce qu'à cause des déterminismes biologiques chers donc à Simone de Beauvoir et à tant d'autres auteurs à peu près réalistes, comme l'illustre très bien cette vidéo pédagogique dans laquelle vous allez pouvoir assister à l'irruption du réel lacanien dans le champ de l'imaginaire du sujet, lui permettant de réarranger son ordre symbolique. Олег! Олег! Олег, говорил, Олег, блядь! Не провоцируй! Че, сука ебаная? Олег, уйди, уйди, уйди! Уйди оттуда! Не провоцируй, я, блядь, говорил же тебе, блядь! En tant que détenteur du phallus, l'homme développe un rapport au désir spécifique. Là où la femme, dont Schopenhauer disait qu'elle restait toute sa vie un enfant vivant au présent, perception typiquement masculine évidemment, aura essentiellement donc le choix entre ces 2 modes de jouir, être ravagé par le symptôme de son homme, comme on l'a dit, ou la stérilité programmée de sa folie hystérique, en tout cas si celle-ci devient le mode par défaut du féminin moderne. Et mesdames, je comprends que ce constat introspectif semble un tantinet tragique, voire même réactif chez une partie de l'audience, et je m'en excuse, une certaine envie d'en finir. Je ne le supporterai pas. Je préfère en finir maintenant. Julia! Mais qu'est-ce que tu veux dire? Julia! Je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia!
pas possible. Ah, amenez-moi cet architecte. Et c'est à cet endroit qu'une femme a donc ce choix. Fuir, mais être inexorablement rattrapée, le tout en détruisant le monde autour d'elle, ou prendre sa croix et entrer alors dans la deuxième moitié du travail dit mésotérique, ce qui peut également, ne soyons pas simplistes, passer par une forme d'hystérie, je le rappelle à ceux qui auraient laissé leurs nuances sur leur table de nuit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui pensent à me mettre des petits pouces. Ça aide vraiment pour le référencement de la chaîne. C'était une vidéo pas simple à écrire. Hein. Je voulais pas vous faire une vidéo trop Frau 3K. Hein. C'est un concept allemand de la bonne femme, la Tradwife, vous voyez. Les 3K, hein, Kinder, les enfants, Kirche, l'église et Courre, la cuisine. Bon. Message à toutes ces femmes qui disent « Oui, mais moi, je sais pas cuisiner parce que ma mère, elle m'a jamais appris. » Et alors, ta mère, elle t'a jamais appris à sucer des bites et pourtant, tu sais le faire. Alors, cesse de te plaindre, va à la cuisine et apprends. Je voulais pas vraiment faire une vidéo trop comme ça, donc j'ai essayé de mettre un certain nombre de nuances. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous trouvez que c'était un petit peu excessif. Si certains ou certaines d'entre vous ont trouvé la sortie à ce labyrinthe lacanien, bah, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire si vous trouvez une troisième voie. Hein. Ça m'intéresse aussi, je vois pas vraiment à quoi ça pourrait ressembler, mais enfin, je suis vraiment prêt à faire évoluer ma pensée sur ce point. Comme d'habitude, si vous avez envie de me retrouver sur Facebook et sur X, où j'essaie de vous mettre régulièrement des petits messages, n'hésitez pas. Vous avez aussi le site hypnomachie.com avec les différents conseils de lecture. Je vous laisse avec une citation de Frank Sinatra. Un homme ne sait pas ce que c'est que le bonheur avant de s'être marié. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Je plaisante, je la trouvais absolument exquise, j'avais envie de... Voilà, non. On va finir avec une vraie citation qui ouvre avec un petit reste à dire, comme ça, comme dirait Lacan. L'amour, c'est la fidélité au manque de l'autre. Salut Internet. Je sais pas nager. Quel âge as-tu? 6 ans. Il est temps qu'il apprenne. Tout le monde devrait savoir nager. Étends les bras devant toi. Attrape une grande quantité d'eau. Tu renvoies là derrière toi. Pas trop vite. Bien, tu y es. Là, j'y suis, Amberato, j'ai réussi. Bravo. Et pour revenir sur cette berge? Il se débrouille. Mais il ne pourra pas, il va se noyer. Eh bien, vous le repêcherez. Mais je ne sais pas nager non plus.